retrouve donc après le journal de Frédéric Mettezo de ce vendredi 17 juin 2011. Rebonjour Frédéric. Bonjour à tous. 6 mois jour pour jour après le suicide de Mohamed Bouazizi qui allait précipiter la révolution tunisienne. Journée spéciale sur France Culture de Tunis à Madrid. Démocratie, une nouvelle jeunesse. Dans ce journal, nous serons au Maroc où le roi doit prononcer un discours très attendu ce soir. Et au Yémen, interview exclusive d'un des chefs tribaux les plus puissants du pays en guerre contre le président Saleh. François-Xavier Trégan nous attend à Sanaa. Dans ce journal, nous évoquerons aussi le départ d'Anne Lauvergeon de la présidence d'Areva, le ministre de l'Intérieur qui débloque 2 millions d'euros pour les policiers municipaux et la vente exceptionnelle de manuscrits de Céline aux enchères chez Drouot. Il y a donc 6 mois jour pour jour à Sidi Bouzid, dans l'une de ces régions pauvres ignorées du miracle économique tunisien des bords de mer, un jeune diplômé sans emploi s'immolait par le feu. La mort de Mohamed Bouazizi allait enclencher la révolution tunisienne et par là même les révoltes arabes. Toute la journée, France Culture s'interroge. De Tunis à Madrid, démocratie, une nouvelle jeunesse. Après Ben Ali, c'est Moubarak qui est tombé, puis les populations se sont levées au Yémen, en Libye et en Syrie. Au Maroc, les manifestations du dimanche se sont déroulées sans violence. Les manifestants qui demandent une réforme de la monarchie. Ce soir, donc, à la radio et la télévision, à 21h, le roi Mohamed VI doit présenter la nouvelle constitution du royaume. Léa Lisa Westerhoff. Parmi les principaux changements attendus, le renforcement du pouvoir du Premier ministre tout d'abord. Celui-ci sera issu du parti arrivé premier aux élections. Il pourra nommer et révoquer les membres de son cabinet, tout comme les ambassadeurs et les préfets, une tâche qui revenait au roi jusqu'à présent. Le Parlement aussi, de simples chambres d'enregistrement pour le moment, devrait voir son rôle renforcé. Enfin, le roi, actuellement chef de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, ne devrait garder que l'armée et la religion sous son entier contrôle. Autre changement important, pour renforcer l'indépendance de la justice, le Conseil des magistrats ne sera pas uniquement composé de juges, mais aussi de personnalités de la société civile. Enfin, il y a la reconnaissance de la langue amazigh, une demande très ancienne de la composante berbère de la société. Le Maroc pourrait être le premier pays du Maghreb à reconnaître le tamazight comme une langue officielle à côté de l'arabe. Des réformes importantes sur le papier donc, même si certains estiment déjà qu'elle ne suffira pas à résoudre la crise sociale. Égalité des chances, accès à l'emploi, fin de la corruption sont autant de mots d'ordre qui n'ont cessé de revenir dans les manifestations. Un simple texte ne suffira pas à changer ces pratiques, estiment entre autres les membres du mouvement du 20 février. Hier, l'un des fils de Mouammar Kadhafi s'est dit favorable à des élections d'ici la fin de l'année, une offre que rejettent les insurgés et les États-Unis. C'est trop tard, estime-t-il, d'autant que le Premier ministre libyen redit que Kadhafi ne quittera pas le pouvoir. Tout de même, il reconnaît des contacts entre le pouvoir de Tripoli et les insurgés de Benghazi. En Syrie, l'opposition appelle aujourd'hui à manifester contre le régime de Bachar el-Assad malgré la répression. L'armée syrienne est en train de se déployer au nord-est du pays, à la frontière avec l'Irak. Nous prenons maintenant la direction du Yémen. Le président Saleh est toujours en convalescence en Arabie Saoudite, mais il a pu hier téléphoner au roi du Bahreïn, dont le pouvoir est lui aussi contesté. Ali Abdallah Saleh promet de surmonter cette crise et de se battre. Bonjour François-Xavier Trégan. Bonjour. Vous êtes en direct de Sanaa, la capitale du Yémen, où un processus politique timide est en marche. Oui, un processus est en marche car l'opposition essaye de faire bloc, mais aussi parce que le vice-président Mansour Hadi, le chef de l'État par intérim, joue la carte du dialogue. Alors, opposition parlementaire, leaders tribaux, mouvement de la jeunesse, toutes ces composantes du camp du changement veulent profiter du momentum créé par l'absence forcée d'Ali Abdallah Saleh pour provoquer sans délai un transfert du pouvoir. Alors le vice-président reçoit les opposants, il écoute leurs demandes. Le chef de l'État par intérim est déjà parvenu à apaiser la situation sécuritaire, au moins dans Sanaa, la capitale. Mais sa marge de manœuvre politique reste très limitée, car il est placé sous la surveillance étroite des fils et des neveux d'Ali Abdallah Saleh, qui contrôlent les principaux services de sécurité du pays. D'ailleurs, le vice-président Mansour Hadi reçoit à sa résidence et non au palais présidentiel, occupé par des proches du chef de l'État. François-Xavier Trégan, vous venez de réaliser un reportage exceptionnel pour Le Monde et France Culture. Vous avez rencontré Cher Sader Al-Ahmar, le chef des Hached. C'est l'une des confédérations tribales les plus puissantes du Yémen. Avant de l'entendre, quelques mots rapidement sur les lieux de cette rencontre. Alors, écoutez, le Cher Sadek reçoit dans le nord de la capitale, il reçoit dans un palais qui fut grandiose, car il était en grande partie
dévastées par des tirs d'obus et de mortiers. Alors nous retrouvons le Cher installé dans un salon situé au beau milieu d'un jardin miraculeusement épargné par le conflit. Et il a répondu à vos questions, donc, François-Xavier Trigan, cher Sader Al-Ahmar, qui attend beaucoup du vice-président yéménite, actuellement chef de l'État par intérim. Oui, c'est vrai, tous nos espoirs sont concentrés sur le vice-président désormais. Mais il ne doit pas perdre trop de temps, il doit prendre des décisions. Parce que maintenant, il a la charge de tout le pays. Et il doit prouver qu'il est véritablement le premier responsable du peuple yéménite. Même nos amis de l'Union européenne, des États-Unis, des pays du Golfe, ils ont pris beaucoup de temps eux aussi. Alors que s'ils avaient fait pression sur le président, Ali Abdallah Saleh, dès le début de la révolution, eh bien il serait déjà parti. Seulement voilà, ils ont hésité. Attendez-vous que le vice-président lance une transition progressive du pouvoir maintenant ? Oui, c'est vrai, nous espérons cela, mais on veut surtout que ce soit rapide, car le pays ne pourra plus attendre beaucoup maintenant. Le pays ne supporte pas le pillage de l'économie et des coffres de l'État. Il y a des problèmes dans tous les domaines, y compris pour obtenir une simple bouteille de gaz. Des problèmes dans tous les domaines, vous raconte le cher Al-Ahmar, traduit ici par Thomas Cluzel. François-Xavier Trigan, comment vivent les habitants de Sanaa depuis 3 mois et demi et le début des manifestations ? Alors la crise est autant politique que sociale et économique. Maintenant, le Cher parlait de la difficulté de se procurer une simple bouteille de gaz, mais les pénuries touchent aussi l'essence, dont le prix a été multiplié par 5. Les pénuries touchent l'eau, le fioul. Des quartiers entiers de Sanaa ne disposent d'électricité que 2 à 3 heures par jour. La monnaie locale a perdu de sa valeur et les travailleurs, eh bien, ils sont assis en rangée dans certaines rues de la capitale, dans l'attente bien improbable d'un emploi. Alors la crise est sévère et le vice-président Mansour Hadi s'attelle aussi à ce chantier pour apaiser une population qui est vraiment au bord de l'exaspération. Et là encore, les opposants pressent le chef de l'État par intérim d'obtenir des résultats, mais très rapidement. Alors décidément, s'agisse du volet politique ou social de cette révolution débutée il y a presque 5 mois au Yémen, chacun attend beaucoup d'un homme qui est aussi un fidèle d'Ali Abdallah Saleh. Oui, une révolution commencée donc il y a bien 5 mois. Merci François-Xavier Trigan en direct de Sanaa au Yémen. 8h08, on devrait connaître d'une minute à l'autre la composition du nouveau gouvernement grec. Le remaniement prévu hier a été reporté à ce matin. 8h, nous disait-on, à Athènes dans la soirée. Le Premier ministre Papandréou n'a pas pu trouver d'accord avec les conservateurs qui lui demandaient de démissionner et de renégocier le plan de l'Union européenne et du FMI. La Grèce et les grands dossiers internationaux, il en sera question cet après-midi à Berlin. Nicolas Sarkozy rencontre Angela Merkel. Nathalie Versieux. Resserrer des liens mis à mal par la crise grecque, le manque de concertation et la différence de style entre les deux dirigeants, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ne se sont pas rencontrés au sommet depuis décembre dernier. Depuis, il y a eu le printemps arabe et la crise libyenne, Fukushima et la sortie du nucléaire décrétée par Berlin et les rebondissements de la crise grecque. Sur chacun de ces dossiers, Paris et Berlin ont adopté une position radicalement différente. La France et l'Allemagne sont condamnées à s'entendre, estime-t-on à la chancellerie. Les deux capitales cherchent notamment à coordonner leur position sur la Syrie, le processus de paix au Moyen-Orient et les modalités d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Reste la crise grecque. Le gouvernement allemand exige qu'un nouveau plan d'aide à la Grèce s'accompagne d'une participation du secteur privé, jugée indispensable pour s'assurer le soutien du Bundestag, très réticent à toute mesure d'aide supplémentaire à la Grèce. Le gouvernement français, qui redoute les effets d'une restructuration de la dette grecque, est beaucoup plus réticent sur ce sujet. Elle n'est pas débarquée à proprement parler puisque son mandat expire le 30 juin prochain, mais Anne Lauvergeon ne sera pas reconduite à la tête d'Areva. Ainsi en a décidé Nicolas Sarkozy. 3 mois après Fukushima et quelques jours après que l'Allemagne, la Suisse et l'Italie ont renoncé au nucléaire. C'est une grosse perte, c'est une erreur, estime le député UMP Jean-Paul Ancio. Il est spécialiste du nucléaire. Je suis très déçu. Je trouve que cette décision est parfaitement injuste. Cette erreur du gouvernement, nous en paierons les conséquences pour 3 raisons.
La première, moi j'ai assisté en tant que député du Creusot à l'effondrement de Framatome à la fin de la décennie 90. J'ai vu Madame Lauvergeon en 10 ans reconstruire avec Areva le premier groupe électronucléaire mondial. La seconde, je pense que les choix stratégiques qu'a fait Anne Lauvergeon, notamment sur les EPR, nous a permis d'être très largement en avance sur les concurrents étrangers. Et la troisième raison, la voix d'Anne Lauvergeon porte sur les 5 continents. On recueille son avis et ses conseils. Qui que ce soit qui prenne la succession d'Anne Lauvergeon est à l'instant T dans l'incapacité de porter aussi fort et avec autant d'assurance, d'expérience et d'écoute le message de l'électronucléaire au niveau international. Et c'est justement l'actuel numéro 2 d'Areva, Luc Ourcel, qui va succéder à Anne Lauvergeon. Les premières rencontres nationales des polices municipales, Claude Guéant n'est pas venu les mains vides. Hier, le ministre de l'Intérieur va subventionner de moitié l'achat de gilets pare-balles pour les policiers municipaux armés. Il y en a pour 2 millions d'euros. Ce n'est pas assez pour le principal syndicat des policiers municipaux, le SNPM, qui demande la généralisation des armes. Actuellement, 40% des policiers municipaux ont un pistolet, comme à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine où s'est rendu Marion Lourd. Par-dessus leur habit bleu marine, ils portent tous pistolets et gilets pare-balles. Les 81 policiers municipaux de Levallois sont armés depuis 1993 à la demande de leur maire. C'est justifié, selon Jenny, responsable de l'unité voie publique. Même lorsque les gens viennent pour des contestations de contravention, il y en a qui sont très agressifs. Ça nous est arrivé. Un monsieur très bien, 50aine d'années, costume, cravate, et qui a vraiment fait une crise. Et mes collègues sont intervenus. On l'a sorti du bureau, mais c'était quand même dangereux. Maintenant, vous dire que je vais sortir l'arme parce qu'il y a un monsieur... Non. Maintenant, c'est sûr que s'il sort une arme, là, je serai en mesure de riposter. Pour Jenny, c'est important aussi de porter arme et gilet, car un cambrioleur peut tirer en voyant un uniforme, quel qu'il soit. Édouard, brigadier, acquiesce. Le matin, oui, après un bon café, c'est le gilet pare-balles. L'armement et le gilet pare-balles, c'est une sécurité pour l'agent. J'ai pas toujours eu cet équipement. Le métier a beaucoup évolué depuis 12 ans maintenant. Maintenant, les gens font de plus en plus appel à nous, ou on assiste de plus en plus nos collègues de la police nationale. Et l'équipement, ça va avec ça? Ça coule de source, comme je vous disais. On est au 21e siècle, c'est plus la petite délinquance du voleur de poules maintenant. Pour autant, certains préfets, comme celui du Val d'Oise, préfèrent interdire. Selon lui, dans sa zone, les armes pourraient provoquer plus de désordre que d'ordre. Quant à armes il y a, l'usage doit en tout cas être encadré avec des formations chaque année, explique Narik. Il s'occupe de les gérer. Pour un revolver, ça fait l'équivalent de 12 heures maximum. Tirer, c'est pas du tout naturel, donc il faut vraiment apprendre aux gens à utiliser leur arme tous les trimestres. Les agents sont évalués sur leurs compétences, ils repassent leur bac. Voilà. Mais c'est encadré, quoi. C'est pas encadré, c'est ceinturé. Tous les policiers armés, comme à Levallois, ça n'est pas pour demain. Mais le ministre va subventionner les gilets. Un vrai plus, selon ses fonctionnaires, ça aurait pu, disent-ils, sauver la vie de leurs collègues tués l'an dernier à Villiers-sur-Marne. Le procureur de Manhattan a publié 7 pages qui racontent en détail l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn il y a un mois. Pas de révélation fracassante, si ce n'est qu'il trouvait les menottes trop serrées et surtout qu'il a demandé l'immunité diplomatique, mais elle ne jouait pas car il était à New York à titre privé. Demain, à 18h10, le magazine de la rédaction de France Culture sera consacré à la justice américaine. Justice américaine, de l'argent dans la balance. Un reportage d'Antoine Marette, réalisé par Annie Brault. Mort à crédit et manuscrit aux enchères à 2 semaines tout juste du 50e anniversaire de la mort de Céline. Drouot organise une nouvelle vente aux enchères autour du romancier. Près de 250 écrits, dont plusieurs éditions originales du fabuleux Voyage au bout de la nuit. Un buste de Céline réalisé par le sculpteur officiel du Troisième Reich nous rappelle aussi son engagement à l'extrême droite collaborationniste. Un buste qui est en vente à l'hôtel Drouot où est allée Véronique Reberotte. Du jamais vu, de l'exceptionnel, n'hésite pas à dire l'expert de la vente, Éric Foss. 100 de livres, des lettres, des dessins, des photos, le tout récolté chez une 20 de particuliers, comme cette correspondance inédite, Éric Foss. On a l'ensemble de la correspondance avec un journaliste suisse qui s'appelait Paul Bonny, qui était un ami de Céline. Ils s'étaient croisés pendant la guerre. Et Céline a eu l'espoir, à la fin de la guerre, d'être acceptée en exil en Suisse, grâce à lui. Et donc toute cette correspondance qui est de 37 lettres tourne beaucoup autour de ça. Elles sont où ces lettres? Elles sont là. Elles sont là. Et donc on voit au travers toutes ces lettres-là toutes les tentatives de Céline pour arriver à essayer, d'échapper au territoire français et de rentrer dans un pays neutre pour essayer de se mettre à l'abri. Ça peut faire polémique, mais il y a le recul de l'histoire, il y a le recul du collectionneur qui est avant tout là pour rechercher un certain nombre de documents qui ont trait à un écrivain qu'il aime ou qui ont trait à expliquer une période de l'histoire.
Dans des vitrines, des centaines de revues, des journaux avec des écrits de et sur Céline. Cette ancienne libraire collectionneuse a les yeux qui brillent devant tant d'articles à remettre aussi dans leur contexte. Herma Auclair. Il y a une époque où on parlait d'organes de presse et pas de société de presse. Ça a du corps, ça a de la vie. Surtout, il y a la période de la guerre où on retrouve quand même, évidemment, les pamphlets mis en valeur. Vous pouvez voir, même si ce sont les pires de la presse de collaboration qui pu exister. Justement, je trouve qu'il ne faut pas étouffer ça, qu'il faut montrer, qu'il faut savoir, qu'il faut essayer de comprendre. C'est comprendre dans quel contexte il évoluait, mais ne pas s'arrêter à une période, ni à un écrit. C'est à rassembler dans le contexte d'une œuvre complète. Une édition de Mort à crédit pourrait être adjugée autour de 80 000 €. Le temps, Météo France, les pluies arrivent par l'ouest, bien poussées par le vent. Encore une belle journée sur l'est et le sud, des averses en montagne. Les températures iront de 16 à 27 degrés du nord au sud, Marc Voinchet. Merci Frédéric Mettezo. Prochain rendez-vous avec l'actualité.